Et quand tu es loin de ta famille, ça fait beaucoup, mais quand on est avec Dieu, on est confiant. C'est ça. Alléluia, amen. Level Up. Nous sommes en septembre et c'est donc l'occasion de renouer avec nos études, de ressortir des projets qui pourrissaient un peu dans notre placard, n'est-ce pas? Alors nous sommes très impatients et surtout heureux de vous accueillir sous votre plateau de l'émission Choix. Je ne suis pas seule, je suis notamment avec André Gloire. Salut Liv, bonjour chers internautes. Alors nous serons un peu, Liv et moi, les animateurs de cette fabuleuse émission qui revient vers vous, l'émission Choix. Alors, nous allons utiliser notre expérience du passé pour pouvoir rythmer cette émission. Alors, dans le passé, j'étais étudiant. Actuellement, je suis technologue en laboratoire dans le laboratoire d'immunohématologie dans l'hôpital principal de ma ville. Et Liv est ancienne étudiante également. Et je travaille depuis quelques années dans le domaine du transport et de la logistique. Wow. Alors, nous ne sommes pas seuls. Nous avons un format particulier à vous présenter aujourd'hui. Nous avons des intervenantes particulières à vous présenter aujourd'hui. Et je m'en vais de ce pas les accueillir. Alors, la première, elle vient de décrocher son CESS. Waouh, félicitations. Pleine de vie à 20 ans, elle s'engage vers une nouvelle aventure. Celle du supérieur. Elle est la preuve, attention, elle est la preuve qu'on peut servir dans son église locale et réussir à l'école. Son nom est synonyme de bénédiction. Nous avons avec nous Bénédicte. Salut, c'est moi. Salut Bénédicte. Alors, s'acquitter de tout pour mieux démarrer son année, c'est dans cette dynamique qu'elle se dirige vers son année diplômante. Apprendre sur les bancs de l'école est une chose, n'est-ce pas? Mais transmettre le savoir qu'on a reçu sur ces mêmes bancs en est une autre. Elle quitte les bancs de l'école dans quelques mois, mais pas vraiment. On vous dira pourquoi. Nous avons avec nous Tabitha. Salut. Salut Tabitha. Salut Tabitha. Alors, tenez-vous bien, la victoire est synonyme de réussite. La victoire est synonyme de réussite. Elle l'a vécu et elle le vit au quotidien. Élue Miss Angola Belux 2022, c'est à distance, à Luanda, qu'elle finalisa sa session d'examen qui fut couronnée de succès. Encore une fois, félicitations. Aujourd'hui, quelques semaines après cette victoire, elle embrasse déjà une carrière professionnelle. Waouh! Son nom est Victoria, synonyme de victoire. Elle est avec nous. Salut Victoria. Waouh! Alors, il y a encore une intervenante qui est là. Elle n'est peut-être pas avec nous sur le plateau, les filles, mais elle sera notre petite voix. Alors, je mets ma petite oreillette juste pour l'accueillir. Alors, bonjour Naomi, est-ce que tu nous entends? Dis-moi si tu nous entends, si le son passe bien. Bonjour, bonjour, je vous reçois à 5 sur 5. Bonjour, chers internautes. Je suis tellement heureuse d'être parmi vous pour cette nouvelle épisode de l'émission Choix. Ok, super, super. Alors, on est impatient de pouvoir commencer ces temps. Est-ce que tu es impatient de ton côté? Vraiment impatiente, j'ai hâte. Tout se passera très bien, croyez-moi. Super. Alors comme je l'ai dit, Naomi sera la petite voix qui va nous parler. Elle va faire des déclarations avec tous ceux qui veulent passer à un niveau supérieur. Elle va pouvoir donner à nos internautes des tips pour qu'ils puissent finalement passer à un niveau supérieur et avoir cette foi-là pour y arriver. Ok? Alors Naomi, on revient vers toi dans quelques instants. Reste connecté. Très bien. On revient sur notre plateau. Alors comment allez-vous les filles? Ça va? Très bien, et toi? Ça va, de bonne humeur? Ok, très bien. Alors aujourd'hui, on va remonter dans les souvenirs des uns, parler du présent des autres et parler du futur aussi de certaines personnes. Tous ensemble, nous allons prendre l'ascenseur direction le niveau supérieur. En fait, c'est le thème qui nous rassemble aujourd'hui. Je passe à un niveau supérieur. Chers internautes, qui dit septembre dit rentrée. Qui dit rentrée, les filles, dit renouveau. Et c'est vrai qu'à cette période de la rentrée, en septembre, on se pose beaucoup de questions. Est-ce que je fais bien d'aller où je dois aller? Est-ce que j'ai l'audace de ressortir ce projet de mon tiroir, comme Olive l'a dit au début? Bref, on se pose beaucoup de questions. Et aujourd'hui, attention, aujourd'hui, on répondra à toutes ces questions. Alors très brièvement, les filles, parlez-moi de votre situation actuelle, scolaire ou professionnelle. Où en êtes-vous? Comme tu l'as si bien dit dans la présentation, je viens de terminer mes secondaires, je viens d'obtenir mon CESS.
Et je me dirige vers le supérieur en assistance de direction en haute école. Ok, super. Moi, je viens de terminer mes études supérieures. Ça a été dur, mais on y est arrivé. Et maintenant, je suis rentrée depuis quelque temps dans le monde du travail. Ok. Et moi, je fais actuellement un régiondat en langue germanique pour devenir professeur de langue. Et j'entre ici en septembre en 3e année. Et pour le moment, j'ai quelques examens à passer, donc je me concentre plus sur ça. Oh. Je pense que votre profil, c'est vraiment le profil qu'il nous fallait pour cette émission. Je pense qu'on va passer de merveilleux moments. Alors, il y a une histoire chez les internautes que j'aime énormément dans la Bible. Les filles, c'est une histoire qui nous parle d'un peuple choisi. Et on est à cette merveilleuse émission, choix. Ouais. C'est un peuple choisi, le peuple choisi de Dieu. Dieu leur donne un cadeau, Dieu leur donne un pays. Waouh! Et Moïse, qui est à la tête de ce peuple, va choisir 10 personnes qui vont aller espionner ce pays. Donc ces 10 personnes prennent ce qu'il faut pour aller vers ce pays. Quand ils reviennent vers Moïse pour donner un petit compte rendu de comment est-ce que c'était là-bas, il y en a 8 qui ont un certain discours. Ils sont pessimistes. Là-bas, il y a des géants. Ça va être compliqué. À leurs yeux, on est comme des sauterelles. Je pense qu'on n'y arrivera pas. C'est impossible. Il y en a 2 autres, Josué et Caleb, qui ont un discours différent. À base de, certainement, si Dieu est avec nous, ce pays sera pour nous. Et là, ce qui est magnifique, ce qui est beau, c'est de voir que ces 2 personnes, malgré la masse, malgré la majorité, ils avaient un discours différent, une vision différente, un langage différent. Et Liv, est-ce que cette histoire te rappelle pas les bancs de l'école? Oui. Alors là, oui, vraiment, vraiment, il y a des souvenirs comme ça qui remontent. Attendez, je vais placer le décor. Vous voyez, genre, un cours à 20 crédits. Enfin, j'abuse un peu, mais le cours à 20 crédits, vraiment, vraiment chaud. Et face à ce genre de cours, il y a toujours 2 catégories d'étudiants, en tout cas 2 grands groupes. L'un qui se dit... Enfin, un groupe qui se dit, voilà, c'est vraiment mort, on n'y arrivera pas, c'est vraiment chaud, comment on va faire, les gars, c'est impossible. Et alors, il y a l'autre camp qui se dit, bah, c'est possible. D'autres l'ont fait avant nous, ils sont passés à l'année supérieure, ils ne sont plus avec nous, donc c'est aussi, si ça a été possible pour eux, ça l'est aussi pour nous. Est-ce que vous vous êtes déjà retrouvés dans de tels cas où soit vous vous êtes dit, voilà... c'est impossible, je n'y arriverai pas. Et vous avez fait comme la majorité ou la masse finalement, vous êtes allés dans le même sens, on n'y arrivera pas. Ou alors vous avez été de ceux qui disaient, voilà, c'est possible pour moi aussi, je vais travailler, je vais me renseigner, je vais aller trouver le prof, je vais faire tout ce que je peux en fait pour réussir cet examen. Et en plus, j'ai Dieu avec moi, il n'y a pas de raison que je n'y arrive pas. Est-ce que dans votre parcours, vous reconnaissez un de ces cas de figure? Moi, personnellement, je me retrouve dans les 2 catégories. Ok, d'accord. Je vais commencer par la meilleure, on va dire ça comme ça. Donc la première, c'est pour ma dernière année de secondaire. Au début, ça allait comme c'est comme ça pour se mettre un peu dans le bain de cette nouvelle année. Et il faut dire que pour le cours de maths, c'était un peu compliqué. Et donc, du coup, je me retrouve en janvier. Je venais en décembre, j'avais une session catastrophique. J'avais un échec dans ma moyenne générale. Et il fallait que je remonte, en fait. Je me dis, si là, je ne remonte pas maintenant, je vais avoir une 2e session en maths. Et je ne veux pas de 2e session en maths. Et donc, du coup, je me suis dit... d'ailleurs, ça fait partie de mon témoignage. Oui. Donc du coup, je me dis, Bénédicte, il faut que tu y ailles. C'est maintenant ou jamais, en fait. Et donc du coup, chaque jour, mais quand je vous dis chaque jour, chaque jour, je mangeais des maths, je dormais des maths, je faisais tout maths, tout maths. Et je me suis posé un objectif, c'est d'atteindre les 90% en maths. Ambitieuse, c'est bien. On m'a dit... Bénédicte, tu ne mets pas la pression. Je dis, oui, ok. On me dit, tu ne mets pas la pression. Je dis, ok. Mais dans ma tête, je suis en mode, je m'en fous de ce que vous dites, en fait. Ouais. Je m'en fous complètement. Et donc, je mets les bouchées doubles, je fais tout pour y arriver. Et finalement, j'ai réussi. J'ai même eu plus que 90%, j'ai eu 96%. Comme quoi, c'est possible. Oui. Et la 2e catégorie, c'était pour ma session d'examen. Il y avait un cours divisé en 3 parties. Oui.
C'était bio, chimie et physique. Je me suis dit, c'est mort. Physique, c'est mort, j'y arriverai jamais. Donc du coup, j'ai visé bio et chimie. Et j'ai eu raison. J'ai eu raison parce que j'allais perdre du temps pour rien pour physique finalement. Et ça m'a réussi. Donc voilà. Donc les deux cours ont réussi à combler ce que tu n'as pas étudié. Combler Alors le vide de physique. Et donc voilà. À ne pas reproduire à la maison. À ne pas reproduire. Mais j'avais la foi, Ok, d'accord. Ok. Victoria, toi, tu te ranges dans quelle catégorie? Première, pessimiste, plutôt optimiste? Moi, je me range dans la catégorie de optimiste, mais je me suis déjà retrouvée dans la catégorie pessimiste aussi. J'ai pas vraiment d'exemple à donner, mais tous les étudiants ont des exemples pour ce choix. Et en fait, ce que je voulais dire aussi, c'est que lorsqu'on se donne les moyens de réussir et que on sait que Dieu est avec nous, on est obligé de réussir. Et moi, il y a une phrase dans la Bible que j'aime beaucoup qui dit que tout est possible à celui qui croit. Mais si nous-mêmes, on n'y croit pas, on ne va pas réussir. Donc, il faut toujours rester optimiste et savoir que si on se donne les moyens de réussir, Dieu va faire grâce et on sera plus que victorieux. C'est ça, yes. Et je souligne la foi, du coup. Mettre la foi très important. Ok, super. Tabitha, dis-moi. Alors, moi, ça m'est arrivé récemment, c'était en janvier, durant ma session et au début de la session, quand j'ai vu la quantité de travail que j'avais, quand j'ai vu tous les travaux qu'il fallait rendre et les profs qui mettaient un peu la pression, parce que si on rend les travaux en retard, ils ne sont pas acceptés. Quand le temps est passé, c'est fini, il n'y a plus moyen de forcer. Et donc, quand j'ai vu toute cette quantité de travail, je me suis sentie défaitiste, en fait. J'étais défaitiste dans le sens où je me disais que je ne vais jamais y arriver. Comment est-ce que je vais faire pour continuer de vivre ma vie, de faire des cours, puis après d'aller à l'église et voilà. Et ce qui m'a aidée dans cette phase, c'est justement le fait d'aller à l'église, le fait d'entendre les prédications, le fait d'entendre les témoignages, quand je voyais ce que les autres faisaient, comment les autres se levaient super tôt, les gens réussissaient. Et bon, ça m'a aidé à traverser cette période. C'est ça. Donc on peut dire que finalement, dans le milieu dans lequel tu étais a su booster ta foi pour pouvoir avoir le bon état d'esprit. C'est ça. Ok. Wow, c'est magnifique parce que je me dis que c'est vraiment un état d'esprit qui peut faire la différence face au challenge et face à tout ce qui arrive vers nous. Et moi, il y a deux phrases que j'aime énormément. Elles sortent d'Internet. Alors, la première phrase, peut-être que vous les avez déjà entendues, la première phrase dit « Les échecs servent de répétition au succès ». Alors, si cette phrase, vous ne l'avez jamais entendue, peut-être que la deuxième vous parlera plus. Derrière les grandes réussites se cachent d'innombrables insuccès. Okay. Et moi, quand j'entends ces deux phrases, ça me fait penser à un homme que j'ai eu son portrait dans les bancs de l'école. Il s'appelait Thomas Edison. Est-ce que quelqu'un voit de qui je parle? Non, c'est pas grave. Ça dit quelque chose. Moi, je pense à Eureka. Ouais, voilà, tout à fait. Ce gars-là, c'était un inventeur. Un savant scientifique, et c'est lui qui a inventé l'ampoule à incandescence, en fait. Et dans son parcours, il est dit dans cette légende qu'il a en fait eu 9999 fois, il a essayé de mettre en place cette ampoule. Et il a échoué 9999 fois. Mais, il y a un mais, la 10 millième fois, il y a réussi. Il a réussi à mettre cette ampoule sur pied et elle a fonctionné. Et là, on voit un bel exemple de motivation. Et ça m'inspire. Ça m'inspire. Franchement, c'est un bel exemple de motivation. Et je pense qu'en tant qu'étudiant ou entrepreneur, etc., on devrait avoir vraiment ce mindset de se dire que, voilà, finalement, l'échec... Enfin, on devrait voir l'échec comme cette lumière plutôt au fond du tunnel, je dirais. Et en parlant d'échec, on a aussi cet exemple de Jésus, finalement, où, voilà, à la croix, on pourrait tous se dire, si on ne connaît pas la fin de l'histoire, on pourrait tous se dire, mais c'est dommage. C'est ça. Quel échec, tout ça pour ça. Même ses contemporains, je pense qu'ils devaient se dire, mais... c'est quel gaspillage, c'est quel échec. Et finalement, on se rend compte que c'était pas vraiment une chute fatale, je dirais. Pas la fin de l'histoire. Non, c'était pas la fin de l'histoire. Et au final, il a tout gagné. Il nous a tous gagnés. Il nous a tous gagnés. Donc, et ça, c'est vrai que c'est magnifique. Et avec les yeux, on pourrait voir Jésus sur la croix, on se dirait, il a tout perdu. Et comme tu l'as dit, il nous a tous gagnés. Donc finalement, les yeux nous trompent un peu. Et
par rapport à Thomas Edison, chers internautes, ce qui est intéressant, c'est que ses contemporains aussi sont venus vers lui en lui disant « Et gars, tu as raté 9909 fois ». Et lui, ce qu'il leur a dit, c'est super intéressant. Il a dit non, j'ai juste appris à ne pas faire de la lumière 9999 fois. Et c'est un certain point de vue qu'il a eu et je trouve que c'est intéressant. Et moi, les filles, j'ai une question à vous poser. C'est comment, quand vous avez vécu un échec, si vous avez déjà vécu un échec, comment vous avez fait pour vous relever face à un échec? Un gros silence en mode... Waouh. Dites-nous tous les souvenirs. Donc, quand j'entends le mot échec, le premier échec qui me vient en tête, c'est lorsque j'ai commencé ma première année de supérieur. Parce que, en fait, moi, j'étais vraiment habituée à tout réussir du premier coup. J'ai réussi toutes mes secondaires du premier coup. Alors, le premier échec que j'ai eu, ça m'a vraiment choquée, je vais dire. Et pour me relever, déjà, j'ai eu mon entourage, ma famille qui m'a vraiment motivée. Donc, c'est très important d'être bien entourée. Et aussi, je me suis dit que Dieu sait pourquoi je passe par là, qu'on ne peut pas toujours réussir tout et que si on rate, ça fait partie de notre parcours, comme vous avez donné l'exemple avec Jésus, mais que ce n'est pas la fin du parcours, donc il ne faut pas baisser les bras. Parce que si vous baissez les bras lorsque vous avez un échec face à vous, vous allez rater les bonnes choses qui vous attendent pour la suite. Donc il ne faut pas se dire que c'est la fin et rester motivé et se relever et avancer pour... faire face aux bénédictions qui arrivent. C'est vraiment ça. Super. Bénédicte, Tabitha, partagez-nous, je sais pas. Vous avez déjà vécu un échec quelque part? Oui, un échec scolaire. Ok. Soyons scolaires. Voilà. Oui, 2 échecs même qui m'ont vraiment touchée. Mais je ne sais pas comment je me suis sortie de là. Mais ça m'a pris du temps. Ça m'a pris beaucoup de temps et... mais je suis quand même sortie de là. Je veux le dire par la grâce de Dieu, tu es sortie de là, tout simplement. Ok, super. Tabitha, est-ce que tu as déjà vécu quelque chose dans l'échec? Je n'ai pas d'exemple spécifique qui vient comme ça. Ok. Je pense que l'échec, c'est quelque chose qu'on peut vivre. Et dans la question, en tout cas dans le mot échec que j'ai dit comment vous avez fait pour vous relever. Qui dit relever, on pense à tomber. Et c'est vrai que certaines personnes, quand on entend le mot tomber, on pense à tomber de manière, au sens figuré, c'est une image, et tomber. Mais parfois, on passe du figuré au concret. Et tomber, c'est pas juste une image. Et je pense que Bénédicte, toi, ça a été ton cas. Oui, ça a été mon cas. Du coup... C'était plus ou moins à quelle période? T'étais en quantième? J'ai fait ma 3e secondaire, j'ai échoué. J'ai fait ma 4e secondaire et j'ai aussi échoué. Ok. Donc, ne nous en dis pas plus, on va voir tout ça en images. Je vous propose on va repartir dans tes souvenirs, ok? On va redéterrer certaines archives et on va voir ça, on se retrouve juste après. Dans ton école finalement. Ouais, c'est mon ancienne école. Oui, ton ancienne école. C'est pas mal, c'est des beaux bâtiments. Oui. Super. Comment est-ce que tu te sens là maintenant qu'on revient sur j'allais dire le lieu du crime, qu'on revient dans ces locaux? Comment est-ce que tu te sens? Assez soulagée quand même, libérée quand même. Et pas un peu de nostalgie? Non. Non, pas? Ok. Non, du tout. Ok. Dis-moi, je me pose la question. Toi, tu as été une élève comment? Plutôt introvertie, extravertie? Tu avais beaucoup de copains de classe? Comment est-ce que tu étais? Ça dépendait des jours. Il y avait des jours où j'étais introvertie. Moi, il ne fallait pas me parler. D'accord. Et les jours où j'étais extravertie, et là, du coup, on n'entendait que moi. Moi. Et ça va, j'étais quand même bien entourée. J'avais mon groupe d'amis, on était 5 filles.
Et voilà, on partageait tout le temps nos moments ensemble, etc. Avec tes professeurs, tu étais plutôt comment? Ben, les liens avec les professeurs, ça allait? Ça allait parce que j'étais quand même une élève qui répondait en classe, qu'on me posait des questions, etc. C'est ça. Voilà, je participais en cours et tout. On parlait d'échec tout à l'heure dans le plateau, dans l'émission. Je sais que tu as vécu une situation d'échec. Ouais. On est en 4e secondaire et on est censé passer en 5e et il se passe quelque chose, tu rates. Comment tu te sens 30 secondes avant de voir tes résultats? Je suis dans une situation de doute. Ok, De doute, oui, je me pose beaucoup de questions. Est-ce que je vais réussir? Est-ce que je vais avoir des repêches? Est-ce que je vais doubler? Il y a beaucoup de questions qui tournent dans ma tête. Ok, tu te poses énormément de questions. Oui. Toi, tu ne pensais pas rater? Non, cette fois-ci, franchement, je ne pensais pas rater. Je pensais avoir une deuxième session. Ok. Et quand j'ai vu mes résultats, c'était vraiment un choc. J'étais dans le déni. J'étais dans le déni, je réalisais pas parce que pour moi, j'allais pas réussir. Ou avoir des repêches. Oui, avoir des repêches. Et je me pose la question, ta foi à ce moment-là, elle te dit quoi? Il n'y a plus de foi là. Il n'y a plus de foi. Ah non, il n'y a plus de foi. Avant, 30 secondes avant de recevoir mes résultats, je peux encore me dire oui, il y a un moyen que Dieu fasse quelque chose. Mais après, franchement, la foi, elle n'existait plus. Ok, à ce moment-là, elle n'existait plus. C'était moi et ma conscience en fait. Ok, toi, ta conscience et le travail que tu as effectué, les résultats qui arrivent. Oui. Quand on reçoit les résultats dans cette école, les résultats ils sont affichés sur une feuille qui est à l'entrée. D'accord. Et quand je suis arrivée, j'ai vu la feuille qui était affichée. Tu étais avec des amis J'étais avec des amis et ma grande sœur. D'accord. Et du coup, j'ai regardé sur la feuille. J'ai regardé dans les noms où échoué parce que moi, mon nom, il est tellement long que je vois que c'est mon nom. Ouais. Et dans les ont échoué, j'ai vu mon nom. Et c'était une situation de panique, choc. J'ai fait un malaise. Ok, c'est là donc tu as oui, j'ai fait un malaise. On m'a emmené à l'infirmerie qui est juste à côté de l'antenne, qui est l'accueil. Et j'ai pensé appeler Pasteur parce que c'était la personne la plus proche de l'école. T'as pas voulu forcément appeler directement ton père? Non, parce que j'avais très peur de sa réaction. Donc j'ai préféré appeler quelqu'un qui représentait mon père en dehors de la maison. Ok, voilà. C'est ça. Ok, je comprends. Dis-moi Bénédicte, quand on vit un échec, quand on vit une situation où on n'est plus bactère, comme tu as pu le vivre, carrément tu fais un malaise, comment est-ce que tu fais pour l'année qui arrive, juste après ton échec, pour remonter la pente? Qu'est-ce que tu mets en place en tant qu'étudiante pour pouvoir remonter la pente? Après, je n'ai pas directement mis l'année qui suivait. Ah ok, t'as pas... Oui, ça s'est étalé sur plusieurs années, ma progression, on va dire ça comme ça. Oui, ça s'est étalé sur plusieurs années. J'ai réussi à remonter la pente à environ 1 an et demi après. C'est-à-dire que tu vivais des années où tu étais encore déçu de ce qui s'était passé? Ça le ressentais en fait, dans mon corps, je le ressentais que je n'allais pas bien en fait. Oui, ça avait vraiment pris dans mon corps, etc. Je faisais souvent des malaises, je me sentais vraiment pas bien, je pleurais tout le temps. J'étais entourée mais je me sentais seule. Ouais. Et voilà. Comme quoi cet échec, ça t'a... Ça a brisé? Oui, ça m'a brisé, ça m'a vraiment brisé. Et du coup, c'est donc 1 an et demi après que tu mets des choses en place pour pouvoir remonter la pente? Oui, exactement. Finalement, je pense que c'est un processus de choses que tu as mis au fil du temps. Oui, petit à petit. Et une clé, finalement, pour réussir, entre guillemets, ce qui t'a permis, toi, de réussir, c'est quoi? Une ou deux clés? Me concentrer sur moi-même. Essayer d'avoir la foi. Parce que c'était très dur de recommencer à prier, etc. Et au fil du temps, j'ai repris la marche. J'avais de nouveau confiance en moi. Je priais à nouveau. Ok, donc la prière, ça a été quelque chose qui a pu t'aider à pouvoir... oui, exactement. Oui. Et il me semble, parce que c'est vrai que je t'ai côtoyé pendant cette période, qu'un travail acharné, ça a aussi été très efficace. Oui, je rentrais, j'étudiais,
Des fois, je loupais des jours de culte pour pouvoir étudier. Vraiment, je me donnais à fond en fait, pour pouvoir réussir. C'est ça. Bénédicte, on a redéterré certaines archives, on est remonté dans tes souvenirs. Ouais. C'est vrai que ça peut faire mal de se rappeler de certaines choses qui nous ont blessés. Mais quand on regarde tout le chemin parcouru, on se dit... Je suis arrivée. J'y suis arrivée. Et c'est juste magnifique, on le fait avec le sourire comme tu le fais. Je pense que les internautes attendent qu'on retourne sur le plateau. Je propose qu'on y retourne, si tu es d'accord. À tout de suite. À tout de suite. Alors, Bénédicte, dis-moi, on vient de visionner tes souvenirs. Si tu devais juste qualifier tout ça en 2 mots, Bénédicte, qu'est-ce que tu dirais? Enrichissant. Waouh. Surprenant. Et surprenant. Okay. C'était l'histoire de Bénédicte. Surprenant. C'est vraiment intéressant comment tu as pu te relever de cette histoire, même si voilà, ça a pris du temps, mais tu dis finalement que c'était enrichissant et surprenant. Oui, pour le coup, oui, très surprenant, effectivement. Et d'ailleurs, il y a quelque chose qui m'interpelle quand même, André Gloire, dans ta façon de poser ta question. Comment as-tu su te relever de ton échec? Parce que c'est comme si ça supposait que avoir un échec supposait ou engendrait automatiquement le fait de tomber. Ah ouais. Et je pense qu'en tout cas, dans le cas de M. Edison de tout à l'heure, ou alors même de Jésus, ils n'ont pas spécialement vu leur échec, comme j'expliquais tout à l'heure, comme le fait de tomber, quelque chose de fatal, en fait. C'est pas quelque chose qui est fait pour te faire tomber. En tout cas, ça dépend, parce que je sais bien que dans le monde anglo-saxon, ils ne voient pas l'échec comme nous pour le voir ici en Europe, mais en tout cas, pour nous, on a vraiment cette impression que voilà, un échec, c'est fait vraiment pour te mettre à terre, pour t'achever. Alors qu'on pourrait voir un peu l'échec comme ce tremplin, quelque chose qui t'aide à rebondir, quelque chose qui te donne une nouvelle impulsion, pour pouvoir te relever et aller avec une nouvelle vitesse qui permet d'aller de l'avant, en fait. Ouais, c'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis. Donc, c'est-à-dire qu'il faudra avoir un autre point de vue par rapport à l'échec, c'est ça? Ouais, c'est intéressant parce que je me dis, OK, c'est vrai que quand on pense qu'un échec, c'est le fait de tomber, mais quand on est à terre, quelles sont les possibilités qu'on a? On va faire des stats. Hein. C'est chiant les stats, on n'aime pas les stats. On va faire des stats. On n'aime pas les stats, mais on va faire des stats. Imaginons on est à terre. Quelles sont les possibilités, les choix qu'on a? On a le choix de rester à terre, on a le choix de se relever. Donc ça fait 50% de chance de rester à terre et 50% de chance de se relever. Alors que si on prend, je reprends le terme que tu as dit, le mot tremplin, si on est dans un tremplin, la seule possibilité qu'on a, c'est de rebondir, vu qu'on est dans un tremplin. Du coup, ça voudrait dire qu'on a 100% de chance de rebondir. Et là, la donne, elle est différente. Je pense que ça devrait peut-être être l'attitude à adopter quand on est aux études, en fait. Voir l'échec comme étant un tremplin. Oui, je pense. Je pense que c'est la chose à faire, en tout cas. Alors, dites-moi, est-ce que ce ne serait pas le temps de faire quelques déclarations pour avoir notre plein de foi, pour être plein d'énergie, pour être boosté? Je pense que c'est le moment. Et je pense qu'on me dit à l'oreillette que Naomi veut le faire avec nous. Naomi, je te laisse l'antenne. Tu vis un échec dans tes études? Tu fais face à un défi? Tu peux le surmonter et je vais te donner les clés pour y arriver. Fais cette déclaration avec moi. Il y a un niveau supérieur que je dois atteindre. Un domaine taillé sur mesure pour moi. Il est grand, il est immense, mais c'est justement parce que moi-même, je suis une grande femme, je suis un homme grand. Je décide aujourd'hui de me confier au Saint-Esprit. Ouvre mes yeux, renouvelle ma façon de voir les choses. Et permets-moi de comprendre les matières, les points que je ne comprends pas. Je déclare au nom de Jésus que je ne suis pas limitée. Je saisis maintenant les connaissances qui sont nécessaires à ma réussite. Au nom de Jésus, Amen.
Merci Naomi pour ton intervention. Merci, je pense que là, on a été boosté, challengé et on va aller de l'avant avec ces quelques déclarations. Okay. En tout cas, n'hésitez pas à partager ces temps et partager ça à un maximum de personnes qui devraient faire ce genre de déclaration aussi. Pensez à une personne, partagez cette émission à quelqu'un. Alors, je vais, les filles, vous citer quelques mots et vous allez me dire à quoi ça vous fait penser. Okay. Alors, je vous cite le mot angoisse, le mot transition, le mot évaluation, le mot audace et le mot questionnement. Je répète parce que je pense que vous avez oublié la moitié. Alors, je cite le mot angoisse, transition, évaluation, audace et questionnement. Bénédicte, tu as un sourire, je te laisse la parole. À quoi est-ce que ça te fait penser? J'ai déjà oublié le début. D'accord. On commence avec angoisse, transition, évaluation, questionnement et j'ai oublié le mot, on va dire transition, voilà, je l'aurais dit peut-être. Angoisse avant d'aller dans un examen, en fait. Ouais. Angoisse. Mais disons que tous ces mots-là, est-ce que ça te fait penser à un mot en particulier? Examen. Examen, oui, ok. Examen. Ok. Ou test. Examen, test, ok. Voilà. Ça va, super. Victoria? Moi, ça me fait penser au choix. Parce que quand on va prendre un choix, ou enfin, peu importe la décision qu'on va faire, il y a tous les mots que tu as cités qui nous reviennent en tête et on peut passer par toutes ces situations, ces émotions et pour au final prendre le bon choix. C'est ça. Okay. Je souligne que, je ne pense pas qu'elle a voulu le faire, mais on est à l'émission Choix. Ouais. C'est C'était vraiment pas fait exprès. On voit ce que tu fais. Dédicace. Super, Choix. Et toi, Tabitha? 100% examen aussi, ça me fait penser. 100% examen. Eh bien, figurez-vous que ces 5 mots font partie du champ lexical du mot réorientation. Réorientation. C'est vrai que c'est un choix, on est totalement dans ça. On est totalement dans ça. Et voilà, quand on pense au mot réorientation, on pense à... C'est de la joie de se réorienter parce qu'on a compris qu'on n'était peut-être pas dans le bon couloir et qu'on est prêt à aller ailleurs. Mais il y a quand même cette petite peur de se réorienter. Et du coup, il y a tout ça qui revient en tête parce qu'on se dévalue un peu quand on sait qu'on va se réorienter. Est-ce que je suis capable de faire ça? Est-ce que j'ai les épaules pour? Qui m'a envoyé? Qui m'a dit d'aller là-bas? Je sais pas. Est-ce que ça vous parle? Est-ce qu'une d'entre vous a déjà vécu une réorientation quelque part? Moi perso. Ouais, toi? Moi, oui, j'ai déjà vécu une réorientation par rapport à mes études d'ailleurs. Mais je ne sais pas, tu voulais peut-être dire quelque chose, Tabitha, je te laisse. Tu peux y aller. Vas-y, ok. Oui, par rapport à la réorientation, c'était donc durant mes années de supérieure. Du coup, j'avais commencé l'UNIF en sciences humaines et sociales, et il faut savoir que les cours que j'aimais beaucoup, je les réussissais haut la main. Mais c'était vraiment facile. Par contre, les autres cours pour lesquels je n'avais pas spécialement d'intérêt, c'était vraiment difficile pour moi d'entrer dedans. Les cours, encore une fois, comme les statistiques, les histoires politiques belges, moi j'avais vraiment du mal. Et alors, je rate ma première et je décide quand même de rester, ma deuxième première, je décide de rester dans cette option-là. Et je commence à me poser des questions. Et je vois qu'encore une fois, ces cours-là, mais ça va vraiment pas, ça ne matche pas avec moi. Et c'est drôle parce que cette année-là, je me rappelle que c'est justement l'année où je rencontre mon pasteur. Et donc, c'est vraiment l'année de la réorientation dans tous les sens du terme, pour vous dire. Et j'entame ma première année donc, en assistante de direction, mais... pour aller me réinscrire là-bas, c'était des pleurs. C'était un gros challenge? Ah oui, c'était un gros challenge. C'était parce que j'avais toujours réussi mes années en secondaire, du coup, et là, je me ramasse des échecs. Et c'était très stressant, très angoissant. Donc, mentalement, quand tu vas te réinscrire, t'es comment? Tu te sens comment? Angoissée. Je me demande, mais je suis foutue. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Qu'est-ce que je suis en train de faire? D'ailleurs, je crois que oui, ce jour-là, je pleurais. Je crois que j'ai pleuré chez moi, j'ai pleuré sur le trajet, j'ai pleuré juste devant l'école.
Et j'ai finalement été me réinscrire, mais finalement, mon année, c'est très bien. Enfin, mes années en assistant de direction se sont très bien passées. Ok. Voilà, donc ça, c'est le parcours de livre. Oui, voilà. Est-ce que vous avez déjà vécu une réorientation? Dites-nous, avant, vous étiez dans quoi? Et puis finalement, vous avez fait quoi? On va commencer peut-être par Tabitha. Oui, toi qui Donc avant, oui, je me suis réorientée. Avant, j'ai fait une année de droit et maintenant, je fais des études de langue. Droit et puis langue, Donc, je suis passée de l'université à la haute école. Ah, un peu comme toi. Oui, voilà, c'est ça, c'est exactement ça. Donc pour mettre un peu de contexte, il faut savoir que avant d'entamer les études de droit en secondaire, on avait reçu une avocate en classe qui était venue nous parler un peu de son métier. Et lorsqu'elle parlait, j'étais fascinée par cette passion qu'elle avait pour son travail. En fait, elle traitait le droit du travail des personnes étrangères qui venaient travailler en Belgique. Et quand elle parlait, vraiment, j'étais touchée. Et donc, il y a eu d'autres raisons qui m'ont poussée à faire ces études-là. Mais voilà, c'était vraiment une des raisons principales. Et donc, quand j'ai vu en juin que j'étais diplômée, que j'allais passer aux études supérieures, c'était bon, j'étais lancée. Je me souviens que j'ai pris un petit cahier, j'ai tapé sur Google des termes juridiques, j'écrivais, je devais les étudier. Donc là, les grandes vacances officielles n'avaient même pas encore commencé. Et voilà, j'étais lancée. Et puis finalement... Donc j'ai commencé mes études en droit. J'ai beaucoup aimé parce que comme toi, il y avait des cours que j'aimais beaucoup, comme par exemple le droit romain. Et j'aimais bien ces cours-là. Bon, après, je ne les réussissais pas forcément parce que c'était dur. Ceux qui font du droit romain, vous saurez de quoi je parle. Et donc j'ai eu du mal, mais j'ai quand même travaillé parce que j'avais une bonne équipe d'amis avec lesquels on travaillait régulièrement. Entourage, encore une fois. Pardon ? On parle d'entourage encore une fois. C'est ça. Et donc c'était donc en 2019, si je ne me trompe pas. Et malheureusement, c'est cette année-là qu'il y a aussi eu Covid, la période de Covid. Donc j'ai commencé mon année et puis un peu après, il y a eu cette période de confinement, on ne sait pas si on va aller en cours ou pas, si cours en distanciel, les plateformes. Et voilà, c'était vraiment affreux pour moi. Je l'ai mal vécu et j'ai commencé à me poser plein de questions. J'étais souvent angoissée et donc tous ces questionnements m'ont mené à changer, d'option, changer d'études parce que je me suis rendu compte qu'au final, je ne me projetais pas faire ça toute ma vie. Et donc, après donc, j'ai dû chercher quoi faire parce que moi, j'étais lancée dans les études de droit. On me demandait, Tabitha, tu veux faire quoi plus tard? Moi, c'était du droit. Il n'y avait rien d'autre qui m'intéressait. Et donc, à ce moment-là, je me suis dit, bon, OK, tu veux changer d'études, mais qu'est-ce que tu vas faire? Et ça, c'est vraiment une question difficile. Je pense que beaucoup d'étudiants se trouvent dans cette situation quand on te demande qu'est-ce que tu vas faire parce qu'il y a tellement de métiers dehors, il y a tellement de choses que tu ne sais pas vers quoi te diriger. Et voilà, je me suis rappelé qu'en secondaire, j'ai quand même eu de bons retours sur mon niveau de langue et j'aimais bien travailler avec des enfants. Donc, je me suis dit, pourquoi pas faire des études pour être enseignante. Et j'ai été m'inscrire à la haute école. Et lorsqu'il y a eu cette transition, sur le moment, je me sentais... la plus grosse émotion, j'étais déçue de moi, en fait. Je me disais, vas-y, t'es nulle, tu voulais faire avocat, tu t'imaginais déjà aller défendre des gens dans un tribunal, et puis finalement, tu vas changer d'études. Et aussi, il y a le fait de passer de la haute école, de l'université à la haute école. Et ça, on le dit souvent, je l'entends souvent, que c'est un peu dévalorisant de passer des études universitaires à la haute école. Donc, sur le coup, moi, je le pensais, pour être honnête, je le pensais très fortement, que c'était dévalorisant de passer à la haute école, mais ce n'est plus le cas, je ne pense plus du tout ça. Et donc, sur le moment, quand j'étais m'inscrire, au fond de moi, j'étais soulagée. Je me souviens que j'avais prié un peu pour savoir, pour dire à Dieu, s'il te plaît, ne me laisse pas faire des bêtises, parce qu'après, c'est ma troisième chance, après, voilà, quoi. Que le ciel s'ouvre si je dois écrire mon nom là-bas. Et donc, voilà, j'ai prié, je disais ma Bible, j'écoutais des chansons, et des chansons chrétiennes, et ça m'aidait, donc j'ai fait ce choix-là. Et voilà, je suis très heureuse dans les études que je fais maintenant. Super. Et toi, Victoria, quel était ton parcours? Donc moi, je me suis réorientée aussi parce que ma première année de supérieure, j'étais en assistante de direction à Sainte-Marie. Mais j'aimais bien ce que je faisais, mais je n'étais pas vraiment épanouie. Et moi, je pars toujours du principe que si je ne suis pas motivée à 100%, ça ne sert à rien de le faire parce que c'est comme si je le faisais, mais que mon cœur n'y était pas. Et donc après, j'ai changé et j'ai cherché un bachelier toujours dans le même secteur, donc où j'avais quelques cours que j'aurais pu déjà valider, mais un bachelier
plus pratique et moins théorique. Et donc, je me suis réorientée vers l'e-business. Mais j'ai une petite anecdote lorsque je suis allée chercher mon bulletin et que j'ai vu que je n'avais pas réussi. Donc, je suis allée à l'école avec mon papa et ma maman qui m'attendaient dans la voiture. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, c'était vraiment mon premier échec parce que j'ai toujours été habituée à tout réussir du premier coup. Et donc là, je savais que ça n'allait pas aller, mais je me disais, peut-être il y aura un miracle. Le ciel va s'ouvrir. Et donc après, je suis allée chercher mon bulletin et j'ai vu que je n'avais pas atteint les crédits suffisants. Et j'avais déjà du mal à l'encaisser. Et quand je suis arrivée dans la voiture et qu'on m'a demandé ça a été, je disais, je sais pas. Alors qu'elle a déjà eu le résultat. J'avais mon bulletin devant moi, mais je n'osais pas dire que je n'avais pas réussi parce que j'avais peur de décevoir. Et même si je savais qu'ils allaient m'encourager à continuer, je ne voulais pas montrer que... Je ne sais pas comment expliquer. L'échec, je n'avais jamais vraiment fait face. C'est ça. Et la première fois, c'est dur. Et donc là, je n'osais pas le dire. Et je disais, si, mais en fait, ça a été, mais j'ai plus envie de faire ça. Et donc, je cherchais des excuses. Et je mentais. Mais après, je me suis dit, ça ne sert à rien, c'est bon, c'est là. Et donc, il m'a fallu du temps aussi, comme toi, tu l'as dit, mais un peu moins longtemps. Et j'ai directement cherché une solution pour ne pas rester là. Et après, lorsque je me suis inscrite, j'ai directement senti aussi que j'étais au bon endroit, que j'étais là où je devais être. Et ça m'a vraiment fait du bien de directement trouver une solution et de ne pas juste attendre, me lamenter, etc. Et c'est grâce aussi à l'entourage. J'ai directement été reboostée. Dès que je suis arrivée à la maison, j'ai refait mes recherches. Mes sœurs, elles étaient là pour m'aider, pour me dire, toi, tu es plus comme ça, comme ça. Et j'ai trouvé une solution et ça m'a fait du bien de me dire que l'échec n'est pas la fin du parcours. C'est ça, que se réorienter est possible. Je souligne quand même la paix que tu as pu avoir. Toi aussi, tu as parlé d'un moment où tu étais plus à l'aise. Je pense que se réorienter, c'est quand même super important, Liv. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, c'est bien. Enfin, ce que je retiens aussi, c'est que vous avez été vrai avec vous-même quand même. Il y a le temps de questionnement. C'est vrai qu'il y a eu le temps de fuite, de déception. Voilà. Mais au final, vous avez été vrai avec vous-même. Vous avez su, voilà, vraiment, en fait, se poser des questions. Et parfois, c'est à ce moment-là qu'on rencontre Jésus. Enfin, quand je prends mon cas à moi, c'est cette année-là que j'ai rencontré Jésus, que j'ai rencontré mon pasteur, que j'ai intégré une église. Enfin, c'était vrai. Comme quoi, parfois, c'est dans ces moments-là que Jésus arrive et te donne le renouveau dont tu as besoin, etc. Si je peux juste le mentionner, en fait, moi, je me rappelle, je me suis fait baptiser en 2019, et c'est, non, 2020, et c'est un peu dans cette période-là qu'il y avait tous ces changements dans ma vie, et je me rends compte que le fait justement d'avoir Jésus, ça permet de ne pas se perdre, tout simplement, et de pouvoir rester confiante. Ouais, c'est vrai qu'aussi, au final, Christ donne une orientation à notre vie. Et ça, c'est important aussi à souligner. Et je pense que Jésus aussi, quelque part, il réoriente les personnes qui sont avec lui. Il réoriente, il a un plan et il faut faire confiance, en fait, le consulter pour ce plan et on se sentira toujours à notre place, en fait, si on suit son plan, en tout cas. Alors, dites-moi, les filles, est-ce que parfois, vous vous êtes senties à contre-courant ? Je m'explique. Donc, il y a le contre-courant quand on parle de masse. Donc, voilà, tout le monde fait une chose et on se dit, vu que tout le monde fait ça, moi aussi je vais faire ça parce que c'est un peu normal, c'est un peu la mode du moment, le mood du moment, donc je vais faire pareil. Ou alors, est-ce que vous vous êtes déjà senti à contre-courant contre vous-même, en fait, votre flow naturel vous amène dans un endroit, mais vous, parce que quelqu'un de votre entourage vous a dit, toi, je te vois bien dans ça, tu te dis, je vais le faire. Même si je sens au fond de moi que c'est pas moi, je force un peu mon naturel, je force finalement qui je suis pour aller dans une autre direction. Est-ce que ça vous parle? Ce n'est pas exactement ce que tu as décrit exactement, mais c'est plus les travaux de groupe. Quand on travaille dans un travail, quand on fait un travail de groupe, pardon, c'est toujours compliqué de s'associer avec des personnes, les différentes personnalités, les différentes façons de travailler ensemble. Et une fois, je me souviens qu'on faisait un travail de groupe, on devait faire une présentation. Et j'étais dans une équipe masculine et généralement ils s'entretenaient entre eux et généralement si un d'entre eux proposait l'idée, donc tout le monde était d'accord. Donc c'était un peu le maillon faible de l'équipe. Et donc on avait un sujet et on devait développer ce sujet et le présenter à la classe. C'était sur la diversité culturelle et je me souviens qu'ils étaient tous d'accord, ils étaient tous tellement convaincus
qu'il fallait aller dans ce sens-là, mais au fond de moi, je savais que ce n'était pas, bon. Et après, j'apprends dans la vie à relativiser, à me dire que c'est pas parce que je pense quelque chose que les autres, que j'ai raison et que les autres doivent faire ce que je demande de faire, ce que je veux faire. Et donc, j'ai quand même essayé de placer ma petite phrase pour dire, les gars, vous ne pensez pas qu'il y a moyen que ce ne soit pas bon, parce que j'ai un peu demandé aux gens à gauche et à droite, et tout le monde n'a pas l'air de faire la même chose que nous. Ils m'ont dit, mais non, arrête de nous dévaloriser, il faut avoir confiance en nous, voilà. Et au final, on a fait un hors-sujet. C'est compliqué. C'était vraiment un contre-courant dans le sens où je voulais aller quelque part, mais comme c'était une équipe, j'ai dû suivre la masse, on va dire. Mais voilà. Ouais, je comprends tout à fait. Et en parlant de réorientation, encore une fois, je pensais aussi à Jésus. Vous savez, quand il a rencontré ceux qui allaient devenir ses 12 disciples, pour eux aussi, il s'agissait de réorientation. Ils faisaient toute autre chose et finalement, ils se trouvent à être des pêcheurs d'hommes. Et ils ont fait confiance, encore une fois, à ce plan merveilleux que Jésus a fait pour eux. Et, c'est vrai que je pense à Pierre et tout ça. C'est vrai que le collecteur d'impôts aussi, ils étaient dans une activité particulière et en rencontrant Jésus, ils ont été ailleurs. Chers internautes, dites-nous en commentaire, est-ce que vous avez dû vous réorienter, où est-ce que vous étiez et vers où vous êtes allés? En tout cas, en parlant de réorientation, je pense que Naomi, elle est encore là. Naomi, elle n'est pas partie. Elle est encore là. Et je pense qu'elle a encore quelques petits tips pour toutes les personnes qui hésiteraient et qui seraient en phase de se réorienter. Naomi, à toi l'antenne. Vous êtes dans une période où vous vous posez beaucoup de questions. N'hésitez surtout pas à demander de l'aide et à vous tourner vers des personnes de confiance. Alors ici, je vais vous donner 3 tips qui vont vous permettre de mener à bien votre chemin vers la réorientation. La première clé, c'est la prière. C'est indispensable. La prière te permettra d'avoir une conviction intérieure. Jésus a dit dans sa parole, « Je vous donne ma paix. Une paix que le monde ne peut nous donner. » J'aimerais dire à une personne qui se pose maintes questions quant à son orientation. Est-ce qu'elle est la bonne? Est-ce qu'elle a fait le bon choix? Parce que généralement, quand nous prenons le choix de prendre un tout autre chemin, il est possible que le doute survienne, il est possible que les questions apparaissent. Alors j'aimerais que tu t'appropries ce verset, telle une prière. Seigneur Jésus, je ne sais que faire, je ne suis pas certaine de mon choix, mais viens maintenant apaiser mon cœur car j'en ai besoin. Alors la clé numéro 2 ne sera être effective que si la clé numéro 1 a été mise en application. Pour ceux et celles qui auront pris le courage de prier et qui auront mis la clé numéro 1 en application, alors la clé numéro 2 est pour vous. La sagesse voudrait que vous vous intéressiez au domaine dans lequel vous voulez vous lancer. La Bible déclare « Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever, et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le rayer, en disant « Cet homme a commencé à bâtir, et il n'a pas pu achever ?» Alors, concernant la clé 3, j'aimerais qu'on prenne une image. Considérez-vous telle une voiture. J'irai même plus loin. Considérez-vous comme l'avant d'une voiture. Qu'est-ce que nous pouvons remarquer dans l'avant d'une voiture? Nous avons le pare-brise. Une surface assez imposante. Mais nous n'avons pas que le pare-brise, nous avons aussi les rétroviseurs. Alors, le pare-brise nous permet justement de nous tourner vers l'avant, de regarder vers l'avant. Quant au rétroviseur, il nous permet de voir ce qu'il se passe derrière. Alors pour mener à bien notre conduite, il est nécessaire à la fois de considérer le pare-brise, mais aussi de considérer les rétroviseurs. Lorsque vous faites le choix de faire une réorientation, allez vers l'avant. Considérez le but que vous avez et allez jusqu'au bout de vos idées. Mais il serait malheureux pour vous de négliger la présence des rétroviseurs qui vous permettent justement de regarder à votre passé. Car votre passé est tout aussi un bagage pour vous. Votre passé vous permet justement de considérer tous ces souvenirs passés et tout simplement de les transporter avec vous pour aller vers l'avant. C'est un plus pour vous. Merci Naomi, merci chère Naomi pour toutes tes petites clés super importantes, je le crois. Chers internautes, n'hésitez pas à le partager, à partager ces tips, ces clés à un maximum de personnes. Alors, en commençant au tout début, j'ai placé un contexte en parlant de ce peuple choisi par Dieu et ces espions qui avaient été
ces 10 personnes qui avaient été dans un pays, voir comment c'était. 2 avaient un langage différent, un état d'esprit différent, une vision différente, et 8 autres pensaient différemment. Bref, je pense que lorsqu'on veut passer à un niveau supérieur, comme ce peuple qui voulait passer à un niveau supérieur, atteindre un nouveau pays, comme toi, Tabitha, qui veut passer à un niveau supérieur, passer en 3e, toi qui passes déjà, d'ailleurs, tu es déjà à un niveau supérieur, tu travailles déjà, et toi, Bénédicte, qui passe à un niveau supérieur, je pense qu'il faut avoir un langage différent, avoir une vision différente et avoir un état d'esprit différent. On pourrait se poser la question, ouais, mais Dieu, il est méchant, pourquoi est-ce qu'il a éradiqué les 8 personnes qui pensaient différemment, qui étaient pessimistes? Tout simplement parce qu'il n'avait pas les prérequis pour ce nouvel endroit, pour ce nouveau pays, pour cette nouvelle étape. Et je me dis que quand on passe à un niveau supérieur, c'est un peu un nouveau monde. On redécouvre des choses. C'est un milieu qu'on ne connaît pas. Et moi, ma question, les filles, c'est comment on se prépare à des nouveautés, à une nouvelle année? Comment on se prépare à toutes ces choses nouvelles qui arrivent? On fait comment? Comment tu fais? Je fais rien. Tu fais rien. En fait, Okay. je suis impatiente d'être à la rentrée, mais d'un côté, je me dis, si ça doit arriver, ça doit arriver en fait. J'ai pas envie de me mettre la pression parce que c'est un nouveau monde, donc faut que je rencontre de nouvelles personnes. Il faut que je m'adapte à l'école, etc. Donc c'est du nouveau, quoi. C'est ça. Faut aborder la chose ainsi. Ok, Victoria, comment est-ce que toi tu te prépares? Ou tu t'es préparée vu que tu es déjà toi depuis Moi, dedans? en fait, je rejoins un peu ce que tu as dit, mais c'est pas je fais rien, c'est en fait j'ai peur de m'attendre à quelque chose et au final d'être déçue, donc je préfère me dire que je vais voir comment ça va se passer et je prie Dieu aussi pour préparer l'endroit où je vais me retrouver après, parce que lui seul sait ce qui va se passer après, nous on ne sait pas, et peu importe ce à quoi nous on s'attend, ce sera peut-être pas ça. Exactement. Et donc je prie Dieu. Et ça me fait penser aussi à une situation que j'ai vécue, pas par rapport à l'école, mais lorsque je suis allée en Angola et que je ne savais pas du tout parler portugais, j'ai essayé de me préparer un petit peu avec des applications sur le téléphone. Ça, c'était pour ton concours, hein, c'est ça? Oui, voilà, Okay. pour aller participer à Miss Angola. Okay. Mais lorsque je suis arrivée sur place, le portugais que j'ai entendu n'était pas comme le portugais de l'application. Donc au final, c'est comme si je m'étais un petit peu préparée pour rien, mais on apprend aussi sur le moment même. C'est pas parce qu'on n'est pas préparé à 100% qu'on est voué à l'échec, qu'on peut apprendre sur le moment même. Et puis même après, j'ai même dépassé mes attentes. Je pensais pas que j'allais m'adapter aussi facilement, que ça allait être pas facile, mais que ça allait être couler. fluide. C'est ça. Oui. Et au final, je me suis dit que c'était pas plus mal parce que je me suis attendue à rien, mais que ça a été mieux que ce à quoi je m'attendais. C'est ça, oui, parce qu'en plus, tu as été quand même à l'étranger. Oui. C'était la première fois, il me semble, que tu as été... Ouais. C'était la première fois, c'était une autre... oui, j'étais vraiment dans des situations où je ne m'étais jamais retrouvée ici. C'était d'autres cultures aussi que je ne connaissais pas. Personnes. Oui, d'autres personnes. Et quand tu es loin de ta famille, ça fait beaucoup. Mais... quand on est avec Dieu, on est confiant. C'est ça. Alléluia, amen. Tabitha, dis-nous. Du coup, ce que je fais, c'est que c'est comme Bénédicte, en fait, je me repose. Okay. Parce que c'est important quand le cerveau il a été sollicité énormément pendant toute une année, de lui laisser un peu le temps de se poser, passer à autre chose, de tourner la page. Et c'est un peu différent d'elle parce que moi j'ai une seconde session, donc j'ai d'autres examens à passer, donc je ne peux pas trop me reposer non plus, sinon ça ne va pas fonctionner. Donc je dois quand même travailler et aussi juste changer ma routine spirituelle. C'est comme ça que je me prépare à l'année suivante, parce que je me rends compte que quand on a une bonne routine spirituelle, quand on est vraiment confiant dans sa foi, on peut faire de grandes choses. Exactement. Et donc là, je profite de l'été pour me dire, là, je n'ai plus d'excuses de je dois me lever tôt, je rentre tard, je dois faire ci, je dois faire ça. Vraiment profiter de l'été pour reprendre les bonnes routines, laisser les mauvaises habitudes derrière et puis repartir sur de nouvelles bases. Quoi. Et puis repartir sur de nouvelles bases. C'est intéressant parce que en écoutant un peu ce que vous dites, je repense vraiment à cette histoire, à ce peuple
qui est parti vers des nouvelles terres, bah, ils avaient la foi en fait. Hein. Et je pense que la foi, c'est quelque chose à ne pas négliger quand on s'aventure, parce que c'est une question d'aventure, hein, quand on s'aventure vers un nouveau monde, vers des nouveautés. Se dire, comme tu l'as dit, Victoria, si Dieu il est avec moi, ça va aller. À la limite, mettre des choses en place, changer sa routine spirituelle et se dire, OK, j'ai des nouveaux enjeux qui arrivent, bah, je ne peux pas rester la même. Je suis obligé d'augmenter, je ne sais pas si on peut dire mes standards, mais d'augmenter ou d'élever les choses que je faisais de manière simple à un nouveau rang pour pouvoir justement être synchro avec les nouvelles choses qui arrivent vers moi. Et vraiment, je pense que la foi, c'est une chose à ne pas négliger, arriver à déclarer ce que tu veux voir. Et à un moment, tu as dit, ben, je ne veux pas être déçu de ce que je pourrais penser voir et ne finalement pas l'avoir. Mais justement, la foi a ce pouvoir de pouvoir justement créer tout l'environnement dans lequel tu iras. Voilà, et arriver à décréter et déclarer des choses que tu veux voir s'accomplir. Et elles s'accompliront certainement. Amen. Et je le crois. Amen, amen. Je peux rajouter juste quelque chose. Lorsque je dis que quand je m'attends à que je ne m'attends à rien, mais que Dieu va faire, c'est pas aussi juste dire Dieu va faire et puis ne rien préparer. Hein. Il faut, c'est comme par exemple pour l'examen, si on se dit Dieu va faire et qu'on n'étudie pas, on sait que ça ne va pas aller. Et donc c'est pour ça que je tiens quand même à préciser, parce que je ne sais pas si vous allez le percevoir de cette manière-là, que quand je ne m'attends à rien, je prie Dieu, mais je fais aussi en sorte que je sois préparée de mon côté, je fais ma part et Dieu va faire sa part. C'est-à-dire que même dans le peu de choses que tu fais, tu es quand même en mouvement, en fait. Tu fais quand même quelque chose. Je n'attends juste pas... C'est ça, c'est ça. Et je pense que vraiment l'inactivité, c'est peut-être... c'est bien, il faut se reposer, comme tu as dit, par rapport aux enjeux. Tu as déjà sollicité ton esprit pendant 1 an et tu as des nouvelles choses qui viennent, tu te prépares un peu, tu te prédisposes. Mais rester en mouvement, c'est ce qui permet aussi de... Bah, quand tu fais du sport, bah, tu t'échauffes d'abord avant de faire du sport. Et si tu ne t'échauffes pas, tu vas souffrir. Voilà, tout simplement. Ouais. Les filles, écoutez, on est arrivé à la fin de cette émission. Hein. Quelle joie pour nous d'avoir pu vous accueillir sur ce plateau. Je suis en tout cas très heureuse. On retient que la foi était importante, la préparation spirituelle est importante, n'est-ce pas les filles? On est d'accord sur ce point-là. Je pense aussi que Naomi est encore avec nous. Naomi, on ne t'oublie pas. Que Naomi a une dernière clé et pas des moindres à nous partager sur ce que nous venons de dire ici. Alors Naomi, à toi. La Bible déclare « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » La foi est ce dont nous avons besoin pour faire face à nos nouveaux défis, à nos nouveaux challenges qui s'offrent à nous. À l'instar de Josué et Caleb, ayez foi et croyez que le lieu où vous êtes, le domaine où vous êtes, Dieu vous l'a déjà donné. Il est à vous, il vous appartient. La foi nous permet tout simplement d'avoir un esprit différent. Merci beaucoup Naomi, merci pour ces tips. En tout cas, on les retient, merci beaucoup. Et alors, c'est le temps de se quitter. C'est le temps de se quitter. Nous arrivons à la fin, nous sommes arrivés à la fin. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir suivis, vraiment liké, partagé, commenté. On attend vos retours. Comment se passe votre rentrée? Comment appréhendez-vous? Comment abordez-vous cette année? Et n'oubliez surtout pas qu'une vie de foi implique souvent une soif de vivre. C'est votre choix. À bientôt. Que Dieu vous bénisse. À bientôt.